Imaginez ceci. Pendant que des millions de soldats mouraient dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, une autre bataille tout aussi décisive se déroulait dans l'ombre. Une guerre silencieuse menée non pas avec des fusils et des obus, mais avec de l'or, des obligations et des lignes de crédit. Les banques des deux camps ne se contentaient en fait pas de financer leurs propres armées, elles jouaient une partie d'échecs financiers dont l'issue allait déterminer qui remporterait réellement cette guerre. Et ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer complètement votre vision de ce conflit. Bienvenue sur cette chaîne, je suis ravi de vous retrouver pour explorer ensemble un aspect méconnu, mais absolument fascinant de la Grande Guerre. On nous a toujours parlé des batailles de Verdun, de la Somme, des gaz toxiques et des tranchées. Mais personne ne nous a vraiment expliqué comment cette guerre a été financée. Et surtout, comment les banques ont joué un rôle stratégique majeur dans la victoire finale. Aujourd'hui, je vais vous révéler les coulisses de cette guerre financière secrète. Vous allez comprendre comment l'argent a coulé à flot, comment certaines institutions bancaires ont pris des risques colossaux et comment les décisions prises dans les salles de conseil à New York, Londres et Paris ont eu autant d'impact que les ordres donnés sur les champs de bataille. Restez jusqu'à la fin car je vais vous partager des faits surprenants que vous ne trouverez dans aucun manuel d'histoire traditionnel. Commençons par poser le décor. En août 1914, lorsque la guerre éclate, personne n'imagine qu'elle va durer plus de 4 ans. Les gouvernements européens pensent que le conflit sera réglé en quelques mois. Mais très rapidement, une réalité brutale s'impose. Cette guerre va coûter une fortune absolument astronomique. Pour vous donner une idée, la France dépensait avant la guerre environ 5 milliards de francs par an. Pendant le conflit, elle va dépenser plus de 140 milliards de francs au total. L'Allemagne, de son côté, va engloutir l'équivalent de 164 milliards de marks. Ces chiffres sont vertigineux pour l'époque. Alors comment financer tout cela ? C'est là que les banques entrent en scène. Et croyez-moi, elles ne vont pas se contenter d'un rôle passif. Les gouvernements ont essentiellement 3 options. Augmenter les impôts, imprimer de la monnaie ou emprunter. Dans la pratique, ils vont utiliser les 3 méthodes simultanément. Mais c'est l'emprunt qui va devenir l'arme financière principale. Et pour emprunter, il faut des banques. En France, les grandes institutions comme le Crédit Lyonnais, la Société Générale et la Banque de Paris et des Pays-Bas deviennent des piliers essentiels de l'effort de guerre. Elles organisent des campagnes massives d'emprunts nationaux. Vous avez sans doute déjà vu ces affiches de propagande magnifiques. Souscrivez à l'emprunt national, la victoire dépend de vous. Ces campagnes ont un succès incroyable. Les Français, même les plus modestes, achèteront des obligations de guerre. C'est un acte patriotique, mais c'est aussi un pari sur l'avenir. Si la France perd la guerre, ses obligations ne vaudront plus rien. Mais attendez, parce que ce qui va se passer du côté britannique et américain va complètement changer la donne. Et c'est là que l'histoire devient vraiment fascinante. Vous allez voir comment une poignée de banquiers à New York vont littéralement décider du sort de l'Europe. Parlons maintenant de la Grande-Bretagne. Les Britanniques ont un avantage énorme. La City de Londres est alors le centre financier du monde. La livre sterling est la monnaie de référence internationale et Londres contrôle les flux de capitaux mondiaux. Mais même avec ses atouts, la Grande-Bretagne va très vite comprendre qu'elle ne peut pas financer seule l'effort de guerre. Elle a besoin d'acheter des armes, des munitions, de la nourriture, des matières premières. Et beaucoup de ces ressources ne se trouvent qu'aux États-Unis. C'est ici qu'intervient un personnage clé, souvent méconnu du grand public, J.P. Morgan Jr., le fils du célèbre banquier américain. En 1914, les États-Unis sont officiellement neutres, mais la neutralité américaine est, très flexible. J.P. Morgan Jr. va devenir l'agent d'achat officiel du gouvernement britannique. Concrètement, cela signifie que toutes les commandes britanniques aux États-Unis passent par sa banque. Et on ne parle pas de petites sommes, des milliards de dollars de contrats. Morgan prend une commission sur chaque transaction. Sa banque va gagner des sommes colossales. Mais ce n'est pas tout. Morgan va aussi organiser des emprunts massifs pour la Grande-Bretagne et la France. Il va convaincre des milliers d'investisseurs américains de prêter de l'argent aux Alliés. En 1915, il organise un emprunt de 500 millions de dollars pour la France et la Grande-Bretagne. C'est le plus gros emprunt de l'histoire à cette date. Pourquoi est-ce si important ? Parce que petit à petit, l'économie américaine devient totalement dépendante de la victoire des Alliés. Si l'Allemagne gagne,
Les Britanniques et les Français ne pourront jamais rembourser leurs dettes. Et les banques américaines feraient faillite. L'économie américaine s'effondrerait. Certains historiens pensent que c'est cette réalité financière, plus que le torpillage du Lusitania ou les télégrammes allemands, qui a vraiment poussé les États-Unis à entrer en guerre en 1917. Les banques américaines avaient trop à perdre. Et du côté allemand, comment les choses se passaient-elles ? L'Allemagne, contrairement à la France et à la Grande-Bretagne, ne peut pas compter sur le soutien financier américain. Elle est isolée financièrement. Les grandes banques allemandes, comme la Deutsche Bank et la Dresdner Bank, vont devoir travailler en vase clos. Le gouvernement allemand choisit une stratégie différente. Il imprime massivement de la monnaie et emprunte principalement auprès de sa propre population. Les Allemands lancent eux aussi des campagnes d'emprunt de guerre. Mais il y a un problème majeur. À mesure que la guerre s'éternise et que les nouvelles du front deviennent moins bonnes, les Allemands deviennent réticents à prêter. L'inflation commence à grimper dangereusement. Les banques allemandes essaieront bien de contourner le blocus allié en utilisant des banques neutres, notamment en Suisse, aux Pays-Bas et en Scandinavie. Des millions de marques transiteront par ces pays pour acheter des matières premières essentielles. C'est une véritable guerre de l'ombre. Les services de renseignement britanniques et français surveillent ces flux financiers. Ils essaient de bloquer les transactions, de geler des comptes, d'intercepter des transferts. C'est une forme de guerre économique totale, quelque chose de relativement nouveau à l'époque. Avant de continuer, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous saviez que les banques avaient joué un rôle aussi crucial pendant la Première Guerre mondiale ? Dites-le moi en commentaire. Et pendant que vous y êtes, si vous appréciez ce contenu et que vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche. Cela m'aide énormément à continuer à créer ces vidéos pour vous. Merci infiniment. Et maintenant, revenons à notre histoire, car ce qui va se passer vers la fin de la guerre est absolument crucial. En 1917 à 1918, la situation financière devient critique pour tous les belligérants. La France et la Grande-Bretagne sont au bord de l'épuisement financier. Leurs réserves d'or fondent comme neige au soleil. Elles doivent absolument continuer à emprunter pour maintenir l'effort de guerre. C'est à ce moment précis que l'entrée en guerre des États-Unis change tout. Le gouvernement américain va prêter directement aux Alliés des sommes gigantesques. Plus de 10 milliards de dollars vont être transférés. C'est un montant colossal pour l'époque. Sans cet argent américain, la France et la Grande-Bretagne n'auraient probablement pas pu continuer la guerre jusqu'en novembre 1918. C'est une réalité brutale, mais c'est la vérité historique. Du côté allemand, la situation devient catastrophique. L'inflation explose. Le mark perd de sa valeur semaine après semaine. Les Allemands qui avaient acheté des obligations de guerre voyant leur épargne fondre, la population commence à souffrir de pénuries graves. Les banques allemandes essaient de maintenir le système à flot, mais c'est de plus en plus difficile. Certaines prennent des risques insensés en continuant à prêter à un gouvernement qui ne pourra manifestement jamais rembourser. Quand l'Allemagne signe finalement l'armistice en novembre 1918, le pays est financièrement ruiné. Et les conséquences de cette ruine financière vont peser lourdement sur l'histoire du XXe siècle. Parlons maintenant des conséquences de cette guerre financière secrète, parce que les effets ne s'arrêtent pas en 1918. Au contraire, ils vont façonner les décennies suivantes. Premièrement, la Première Guerre mondiale marque le transfert du centre financier mondial de Londres à New York. Les États-Unis, qui étaient ancrés débiteurs avant la guerre, deviennent le principal créancier mondial. Wall Street remplace la City de Londres et les banques américaines enrichies par la guerre vont devenir les acteurs dominants de la finance internationale. JP Morgan, Goldman Sachs et d'autres vont étendre leur influence partout dans le monde. Deuxièmement, l'Europe sort de la guerre endettée jusqu'au cou. La France doit de l'argent aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne doit de l'argent aux États-Unis. Et tout le monde veut que l'Allemagne paie. C'est là qu'intervient le fameux traité de Versailles et ses réparations. L'Allemagne est condamnée à payer des sommes astronomiques. Mais comment peut-elle payer alors que son économie est détruite et que sa monnaie ne vaut plus rien ? Les banques internationales vont essayer de trouver des solutions. Des plans sont mis en place dans les années 1920, comme le plan Dawes et le plan Young, pour restructurer la dette allemande. Les banques américaines prêtent de l'argent à l'Allemagne pour qu'elle puisse payer ses réparations à la France,
et à la Grande-Bretagne qui utilisent ensuite cet argent pour rembourser leurs propres dettes aux États-Unis. C'est un système absurde, un cercle vicieux financier qui ne peut pas durer. Et effectivement, quand la crise de 1929 éclate, tout le système s'effondre. Les banques font faillite en chaîne, les dettes ne sont plus remboursées, le chaos s'installe. Et nous savons tous ce qui est arrivé ensuite dans les années 1930 en Allemagne. La catastrophe financière de l'après-guerre a créé les conditions parfaites pour la montée de l'extrémisme. Il y a aussi un aspect fascinant et plus sombre de cette guerre financière, les accusations de conspiration et de manipulation. Après la guerre, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer ce qu'elles appelaient les marchands de mort ou les profiteurs de guerre. Certains ont accusé les banques d'avoir délibérément prolongé la guerre pour maximiser leurs profits. D'autres ont pointé du doigt les liens entre les banquiers et les fabricants d'armes. Ces théories ont alimenté beaucoup de ressentiments populaires dans les années 1920 et 1930. Il est vrai que certaines banques ont réalisé des profits énormes pendant la guerre. JP Morgan, par exemple, a vu sa fortune personnelle exploser. Mais il serait simpliste de réduire la complexité de la guerre à une simple question de profit bancaire. Ce qui est certain, c'est que les banques ont eu un pouvoir d'influence considérable sur les décisions politiques et militaires. Leur prêt donnait aux banquiers un droit de regard sur les stratégies nationales. Quand vous prêtez des milliards à un gouvernement, vous avez son attention. Les archives historiques révèlent des exemples fascinants de banquiers convoqués en urgence par des ministres pour discuter de stratégie militaire. Pas parce que les banquiers comprenaient quelque chose à la tactique militaire, mais parce qu'ils contrôlaient les cordons de la bourse. Alors qu'est-ce que cette guerre financière secrète nous enseigne aujourd'hui ? Plusieurs leçons importantes, je pense. Premièrement, elle nous rappelle que les guerres modernes ne se gagnent pas seulement sur les champs de bataille, mais aussi dans les salles de conseil et les marchés financiers. La capacité d'un pays à mobiliser des ressources financières est tout aussi cruciale que sa capacité militaire. Deuxièmement, elle montre à quel point les économies nationales sont interconnectées, même en temps de guerre. Les tentatives d'isoler économiquement un adversaire peuvent fonctionner, mais elles ont aussi des effets secondaires imprévus et durables. Troisièmement, cette histoire nous rappelle que les décisions financières prises en temps de crise ont des conséquences à très long terme. Les dettes contractées pendant la Première Guerre mondiale ont empoisonné les relations internationales pendant des décennies. Et enfin, elle nous montre que le pouvoir financier est un pouvoir politique. Les banques, qui contrôlent les flux de capitaux, ont une influence considérable sur les décisions des gouvernements, que cela nous plaise ou non. Voilà, nous arrivons à la fin de cette exploration de la guerre financière secrète pendant la Première Guerre mondiale. J'espère que vous avez découvert des aspects de ce conflit que vous ne connaissiez pas. Ce qui me fascine le plus dans cette histoire, c'est qu'elle nous oblige à repenser notre compréhension de la Grande Guerre. Ce n'était pas seulement une tragédie militaire et humaine, c'était aussi une révolution financière qui a redessiné la carte économique du monde. Les batailles de Verdun et de la Somme sont entrées dans les livres d'histoire, et à juste titre. Mais les batailles silencieuses menées dans les bureaux de Wall Street, de la City de Londres et des banques parisiennes ont eu des conséquences tout aussi profondes et durables. Avant de nous quitter, j'aimerais vous poser quelques questions pour alimenter la discussion en commentaire. Selon vous, est-ce que les banques ont joué un rôle moralement acceptable pendant cette guerre ? Pensez-vous que le système financier a effectivement prolongé le conflit ? Et enfin, voyez-vous des parallèles avec les conflits modernes et le rôle que joue aujourd'hui la finance internationale ? Partagez vos réflexions en commentaire, j'ai toujours plaisir à vous lire et à échanger avec vous. Si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, pensez à laisser un like et à partager cette vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Chaque abonnement m'encourage à continuer à créer ce type de contenu approfondi pour vous. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration historique. D'ici là, prenez soin de vous, restez curieux et continuez à poser des questions. À très bientôt!